Voilà, on va quitter la politique française et parler un petit peu de l'Ukraine maintenant, de l'accueil des réfugiés, notamment ukrainiens à Bruxelles, mais aussi de l'aménagement et de la mobilité à Bruxelles, avec notre invité en studio, un invité éterbécois. Il n'y est pas né, mais il y a grandi et il y est surtout très bien installé désormais. Des études de droit à l'Université libre de Bruxelles, un cabinet d'avocats et un engagement en politique sans discontinuer depuis 1983. Conseiller de CPS, conseiller communal, échevin, bourgmestre, une fonction qu'il occupe depuis presque 30 ans maintenant, si je ne me suis pas trompé dans les calculs. Nous accueillons Vincent De Wolf. Bonjour Vincent De Wolf, merci d'être avec nous, bourgmestre et évidemment député bruxellois pour le mouvement réformateur aussi. On va donc commencer par évoquer l'Ukraine, si vous voulez bien. Il y a donc eu une conférence des bourgmestres ce matin, hein, c'est la réunion habituelle avec les 19 bourgmestres. Il y a une inquiétude chez les bourgmestres sur ce qui est en train de se passer, notamment l'arrivée de milliers d'Ukrainiens en région bruxelloise. Une inquiétude, je ne dirais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on sort de la crise de la pandémie. Et elle n'est pas encore finie, une autre crise arrive, une crise qui nous perturbe beaucoup. Tout être humain est choqué de voir ce qui se passe. J'ai eu encore une habitante de la commune qui nous a demandé d'intervenir pour aider une famille qui s'était enfouie, mais vraiment littéralement sous des bombes et des obus. C'est évidemment des situations dramatiques qu'on ne croyait pas vivre en Europe. Alors, comment ça fonctionne ? Beaucoup de collègues ont dit qu'il y avait un manque de communication. Par exemple, la ville de Bruxelles a ouvert un centre pour amener des vivres, des médicaments, des produits de première nécessité au Palais 11. Certains pensaient que c'était une initiative fédérale. Non, c'est en fait l'Ukraine via son ambassade qui a demandé ça à mon collègue Philippe Claus. Bon, on en a appelé en nous ce matin à ce qu'on passe à la phase fédérale de l'opération. C'est-à-dire qu'il y a une coordination du fédéral de cette opération. Comme on l'a fait pour la pandémie. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui prend la main avec le centre de crise. On s'adjoint les ministres-présidents. Puis c'est les gouverneurs, chez nous c'est la haute fonctionnaire, et les bourgmestres. Et là c'est une chaîne de commandement qui est claire. Et donc j'ai entendu que le secrétaire d'État avait suivi, qu'il demande également la phase fédérale. On pense donc que ça se fera. Et sinon de toute façon le CORES, le Conseil régional de sécurité, sera convoqué ou vendredi ou lundi pour coordonner l'aide, ce qui est l'essentiel. Oui. Alors on voit qu'il y a quand même un petit peu de difficultés, notamment dans l'enregistrement, hein, parce que ça c'est pas toujours très clair. Les réfugiés ils peuvent arriver, ils peuvent être accueillis où bon leur semble, ils vont avoir, s'ils sont porteurs d'un passeport ukrainien, une protection temporaire qui donnera le droit de résider au moins 1 an et de travailler. Mais il faut pour cela qu'ils s'enregistrent dans ce fameux centre qui est installé pour l'instant dans l'ancien hôpital Bordet. On voit qu'il est débordé, ce centre. Il faut en créer un deuxième ailleurs. Les bourgmestres ont parlé de ça ou pas ? Oui, donc on a parlé de décentraliser. Je sais d'ailleurs qu'Etterbeek a été cité aujourd'hui et d'autres communes aussi pour créer également un centre décentralisé dans l'ancienne agence ING à la rue Père de Deken. Nous avons eu une demande aussi par exemple, de notre commune jumelée Chematice, difficile à prononcer. C'est une commune polonaise de l'extrême est qui touche à la Biélorussie et à l'Ukraine. On va affréter des camions. On a fait appel aujourd'hui à la population pour des dons. Mais évidemment, ça, on peut le faire dans la mesure où ce ne sera pas désordonné. Mais sur l'enregistrement, parce que là, on a le sentiment que l'Office des étrangers est un petit peu débordé. Sur l'enregistrement, ce n'est pas les communes qui vont prendre l'initiative. Ça doit être coordonné par le secrétaire d'État, par le fédéral. C'est pourquoi on a appelé à la phase fédérale pour que les instructions soient uniques et puis tout le monde s'aligne et nous, on donne les instructions. Et théoriquement, on doit pouvoir être hébergé et ensuite aller au fédéral. Pour ceux qui ont un hébergement, la difficulté, c'est ceux qui n'ont pas d'hébergement, qui arrivent à Bruxelles et qui passent par cette case-là. Aujourd'hui, moi, j'ai une 60aine de familles qui ont demandé d'héberger des Ukrainiens. Mais on a su encore envoyer personne. Donc c'est ça qui doit se mettre en place. Ça, c'était justement la question. Il y a une grande mobilisation chez vos administrés. Vous sentez une émotion ? Ah oui. Ouais. C'est absolument certain. Que ce soit des gens d'origine ukrainienne, des gens de l'Est ou non, il y a un choc qui est massif. Alors, je ne pense pas qu'on puisse croire non plus que les personnes qui vont héberger dans l'urgence vont pouvoir le faire de manière durable. Il faudra les accompagner aussi, parce que ça va peut-être être lourd psychologiquement. Il faudra vérifier d'abord si les conditions d'hébergement sont bonnes au niveau sanitaire, au niveau salubrité. Moi, je travaille avec le CPS par rapport à ça. On a désigné un fonctionnaire pour centraliser les demandes, pour faire des visites domiciliaires avec les assistantes sociales, pour vérifier que tout soit en ordre. Mais il faut aussi penser que les familles qui acceptent d'héberger dans leur
vie privée des personnes, elles vont le faire 2 mois, 3 mois, 6 mois. On ne peut pas penser que ça va être largement au-delà et donc on doit avoir des centres d'hébergement également. Oui, l'autre inquiétude qu'on pourrait avoir sont les conséquences économiques de ce qui se passe en Ukraine avec des difficultés pour certaines entreprises qui ne peuvent plus exporter, d'autres qui ont des coûts de fabrication qui sont en train d'exploser à cause des coûts énergétiques et puis la facture énergie des ménages avec des ménages qui risquent de se trouver en très grande difficulté. C'est sûr que les CPS vont être amenés à intervenir, ils ont la capacité de le faire. Mais écoutez, on est un petit peu tous à genoux, il faut être honnête, que ce soit le fédéral, la région ou les communes. Moi, j'avais redressé, je le dis moi, avec toute l'équipe autour de moi, évidemment, depuis une bonne dizaine d'années, on avait redressé les finances communales. Pour la première fois, on a un budget qui risque d'être en déficit alors qu'on avait des bonus de 3-4 millions. Pourquoi ? Parce qu'on c'est la crise Covid. C'est la crise Covid. On sort de la crise Covid, on a des réfugiés qui vont arriver, on va évidemment les aider. Mais vous savez très bien que quand l'État fédéral intervient, il y a toujours un solde à charge des CPS, et qui finance les CPS, c'est les communes. Donc, en même temps, on a vu M. Clairfailly ce matin à la conférence des bourgmestres, normalement, le budget doit être en équilibre, mais c'est presque un exercice impossible pour beaucoup d'entités communales. Alors, on va parler d'aménagement, si vous voulez bien. On va voir une image, c'est l'image du rond-point Schuman. Alors, pas tel qu'il existe aujourd'hui, mais tel qu'il devrait exister demain. En tout cas, c'est la manière dont les architectes l'ont imaginé. Image de synthèse, évidemment, la réalité sera peut-être un petit peu différente. Une grande place centrale, un auvent, et si vous regardez bien, une seule bande de circulation pour les automobiles. La commune de Thurbeck avait menacé d'introduire un recours, finalement, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Mais on n'a pas l'habitude de menacer, on avait promis de le faire, parce qu'on n'avait pas été entendu, on n'avait pas été écouté, il n'y a pas eu de concertation, même pas d'information. Et il est apparu qu'entre le premier projet qui avait été déposé à l'époque de M. Smet lorsqu'il était ministre de la Mobilité, et puis maintenant il reçoit le dossier qu'il avait initié lui-même comme secrétaire d'État à l'urbanisme, on a changé un élément fondamental. Vous connaissez le petit bout de rue important de la Joyeuse Entrée qui permettait, avec un double sens... Donc c'est la rue qui longe le parc du Cinquantenaire. Quand vous êtes au bout de l'avenue de Derguem, vous tournez à droite, il y a la bretelle qui descend vers l'autoroute, à côté vous avez la Joyeuse Entrée, mais très important parce que vous avez une barrière urbaine qui va être installée avec le nouveau rond-point. On estime qu'il faut effectivement réaménager ce rond-point qui manque de beauté. Mais tout le sud de Bruxelles était dans l'incapacité d'encore remonter vers le nord parce qu'ils avaient changé leur projet en cours de route et donc ils avaient fait un sens unique inversé. Ça, la région a fait machine arrière. Elle a accepté d'entendre la commune. Il y avait un vice de procédure. Moi, j'ai pris contact avec tout le monde, avec la ministre de Belliris, avec le ministre-président, avec M. Claus, avec donc si la Joyeuse Entrée est bien ouverte dans les deux sens, pour vous, j'ai obtenu un accord à ce sujet. Le gouvernement a pris cette décision. J'ai reçu une lettre officielle signée par tout le monde. J'ai l'habitude de faire confiance à la parole donnée. Et donc, on n'a pas déposé notre recours puisqu'on a eu satisfaction. C'est un bel exemple de collaboration entre une commune et la région. Il y a quand même malgré tout une protestation de certaines associations de riverains et de commerçants. Je rappelle qu'on est quand même à cheval sur la commune de Thurbeck et sur la commune de Bruxelles, dans ce quartier-là. Il y a le comité de quartier du quartier européen et du quartier Léopold et l'association des commerçants qui ont créé un collectif Schuman et qui, eux, estiment que le projet reste mauvais. Ils vont aller en recours. Oui. Vous les comprenez ou pas ? Oui, je les comprends, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on est commune de Thurbeck, on a un intérêt à faire un recours pour autant qu'on ait des moyens devant le Conseil d'État. Ce n'est pas uniquement par la volonté. Il faut avoir une chance de gagner. Il faut avoir une chance de gagner. J'avais une certitude, pour autant qu'on puisse l'avoir en droit, de gagner parce qu'ils avaient changé les règles du jeu sans concertation en cours de procédure. Ils ont corrigé ça, à mon avis, parce qu'on avait cet argument-là qui était fort. Donc ça nous supprimait la possibilité d'intervenir. Que des commerçants soient sacrifiés ou des riverains en difficulté parce qu'il va y avoir des problèmes de circulation autour. Vous pensez qu'il y aura des problèmes de circulation ? Je pense qu'il y en aura. J'avais interpellé M. Smet à l'époque. Ça va créer des embouteillages. Je pense que déjà la réouverture de la Joyeuse Entrée va permettre de limiter les choses. Ça baisse un petit peu la pression. Le début des travaux, théoriquement, c'est pour la fin de l'année 2022. Autre grand changement dans la mobilité, c'est un autre rond-point, c'est le rond-point Montgomery, avec une bande en moins pour les voitures. C'est tout récent. Il y a eu les travaux le week-end dernier. Exact. On peut déjà tirer un premier bilan ou c'est trop tôt ? Non, je crois qu'on peut tirer un premier bilan. Moi, je passe par là tous les jours. Ce que je comprends moins, c'est les bornes à béton qu'on a mis au milieu pour supprimer une bande. C'est pas ce qui est le plus
inesthétique. C'est vilain, c'est pas très beau. Je crois que ça veut limiter les possibilités d'aller de gauche et à droite avec les voitures. Moi, je me réjouis en tout cas, et sans jeu de mots, et sans forfanterie, d'avoir mis ces 2 pistes cyclables, une dans le nord, une dans le sud de l'avenue de Tervuren. Ça a fait grand bruit à l'époque. Le résultat, c'est que maintenant, la ministre a continué et qu'elle a fait la liaison entre le rond-point et ces pistes cyclables. Justement, Vincent De Wolf, il y a souvent beaucoup de protestations quand on supprime de la place pour les voitures, et parfois ça vient de militants du mouvement réformateur. Ce qui se passe au rond-point Montgomery, et ce que vous aviez fait sur l'avenue de Tervuren, ça prouve qu'on peut cohabiter ? Mais oui, moi j'ai supprimé un certain nombre de places de véhicules parce qu'il faut aussi s'adapter à la ville qui change, aux mentalités qui changent. Et qu'à partir du moment où on se rend compte que le nombre de cyclistes vraiment sur l'avenue de Tervuren était devenu majeur et que la sécurité des cyclistes, c'est ce qui m'a permis et obligé d'intervenir et beaucoup d'enfants, je crois qu'il faut donner sa place à chacun, et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais dit aussi qu'au rond-point Montgomery, il y avait 28 zones de conflit, donc 28 dangers possibles entre cyclistes et automobilistes. Je suis très content que ça ait été fait, là, je n'étais pas compétent. Merci beaucoup, Vincent De Wolf. Merci d'avoir été notre invité. Donc, Bourmez Etterbeek, député au Parlement bruxellois pour le mouvement réformateur.